Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Mario Stasi, président de la LICRA. Monsieur le Président, vous êtes membre de la LICRA depuis 2008. Vous avez été responsable de la commission juridique, élu président en 2016, puis président depuis 2017. Votre audition aura principalement pour objet de dresser une évaluation concernant les actions et les idéologies des groupes d'extrême droite et sur vos éventuelles préconisations pour mieux lutter contre ces groupuscules. Cette audition est ouverte à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Son enregistrement sera disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l'Assemblée et je vous signale que la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte-rendu qui sera fait de cette audition. Je rappelle les maîtres de cette commission d'enquête, conformément aux dispositions de la résolution qui a conduit à sa création, est exclusivement délimitée de la manière suivante. Notre commission est chargée de faire un état des lieux sur l'ampleur du caractère délictuel et criminel des pratiques des groupuscules d'extrême droite, ainsi que d'émettre des propositions, notamment relatives à la création d'outils visant à lutter plus efficacement contre les menaces perpétrées à l'encontre de nos institutions et de leurs agents, ainsi qu'à l'égard des citoyens. Conformément aux dispositions du 3e alinéa 2 de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui prévoit qu'à l'exception des mineurs de 16 ans, toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est entendue sous serment. Je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite et dire « je le jure ». Je vous remercie. Je vais maintenant vous laisser la parole pour un exposé liminaire d'une quinzaine de minutes qui sera suivi par un échange de questions et de réponses. Je vous remercie. Madame le Président, Madame, Messieurs les parlementaires, je veux tout d'abord vous remercier, convier la LICRA à vos travaux de réflexion, vous dire que c'est évidemment un honneur pour nous et pour moi d'être présent devant vous et de pouvoir exprimer le fruit de notre réflexion, le fruit de notre analyse et déjà les pistes d'action que nous mettons en œuvre depuis maintenant quelques années et que nous souhaitons que le législateur puisse mettre en œuvre de façon plus efficace. Réfléchissons à ce que j'allais vous dire dans ce propos liminaire, et alors que le sujet sur lequel je dois plancher devrait se résumer à l'extrême droite, je me dis que derrière l'anonymat, que derrière la batte de baseball, que caché par un casque, il y a souvent et d'abord l'expression d'une haine, parfois l'expression d'une ignorance, souvent l'expression d'un mépris ou d'une jalousie, et que ces différents ressorts, ces différents ressentiments, cette absence de réflexion amène à cette violence qui est celle, en effet, que vous avez à traiter aujourd'hui, celle de l'extrême droite, parfois, mais pas seulement. Et à la LICRA, le combat que nous menons de long terme est d'abord un combat, et c'est le premier mot que je souhaiterais prononcer devant vous, qui est celui de l'éducation. Parce qu'aussi bien, ma présence ici n'est pas la présence uniquement d'un acteur associatif. C'est la présence et l'implication d'un militant politique, d'une association qui œuvre pour que la vie en société, la vie dans la cité, soit habitée d'un sentiment et d'une réflexion de non-discrimination, d'acceptation d'autrui et d'élévation. Et la première exigence, et à mon avis, et à notre avis, la première source de réflexion doit être d'améliorer encore et encore l'éducation vers les plus jeunes pour une meilleure compréhension, acception de l'autre, de la diversité, et j'allais dire, par cette pierre angulaire, mais je ne vais pas m'y attarder puisque ce n'est pas l'objet, qu'est la laïcité. Nous avons, avec le ministre de l'Éducation nationale, avec le ministre des Sports, Madame la ministre, avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, avec le ministère de l'Intérieur,
des conventions, des objectifs, des actions que nous menons, qui sont des actions d'éducation dans les classes, lycées, collèges, et maintenant nous avons déjà commencé à intervenir dans l'école primaire, et puis le plan mercredi, c'est aussi une de nos préoccupations. Nous intervenons aussi pour aider à la formation des référents anti-discrimination dans l'université supérieure, et vous avez vu peut-être qu'il y a eu une réunion hier ou avant-hier au ministère auprès de Madame Vidal, à laquelle évidemment nous avons participé. Nous intervenons aussi auprès de conseils régionaux, par exemple l'Île-de-France, pour former en matière de sport les référents en matière de sport amateur, les référents, afin que ceux-ci puissent déceler les dérives des uns ou des autres dans la pratique du sport, les dérives verbales, les dérives en matière de gestes, que ce soit dans les vestiaires ou sur les terrains de sport, nous intervenons énormément, et c'est une obsession pour nous, une obsession légitime d'ailleurs, et nous nous en orgueillissons, qui est celle de l'éducation. Nous y reviendrons si vous le souhaitez. Le deuxième point que je voulais, lisant la feuille de mission qui était la vôtre, c'est l'aspect législatif et judiciaire. Mais cet aspect législatif et judiciaire, je ne le déconnecte jamais. Tout d'ailleurs, de même pour l'éducation, d'un corollaire qui est pour moi le moteur de la lutte contre les extrémismes, contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. J'en profite pour rappeler que c'est l'objet de la LICRA, la lutte contre les discriminations aussi, et en ce moment beaucoup. Ce moteur, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Et dans votre feuille de mission, il y a, puisque je l'ai relu, l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, et d'ailleurs, vous faites état de cette législation existante, et de façon, ça c'est l'avocat qui a l'habitude de lire les dossiers, vous dites parfois, il faut que nous agissions, parfois il faut que nous réagissions. D'abord, il ne faut pas que vous réagissiez, il faut que vous agissiez. Il faut que vous agissiez en fonction de ce qui existe déjà. Et ce qui existe, c'est cet article, mais ce qui existe aussi, c'est, par exemple, un courrier que nous avons adressé à Monsieur le ministre Gérard Collomb le 11 juillet 2018. Par exemple, un courrier que nous avons adressé à nouveau à Monsieur Gérard Collomb le 16 août 2018, après la condamnation de Steven Pissuel, et par lequel nous demandions dès le mois de juillet 2018, par l'application de cet article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, la dissolution de Bastion Social. Avril dernier, je crois. 1 an et demi. Volonté politique. De la même façon, je sais que nous avons, je me suis fait confirmer, mais ça me disait aussi, demandé la dissolution de Génération Identitaire. Il y a maintenant plus d'1 an, 1 an et demi. C'est dire que, en fonction de la législation existante, la volonté politique, mais nous participons à la politique, nous, associations, en étant non seulement vigilants et lanceurs d'alerte, mais en étant aussi partenaires de l'action contre le racisme, antisémitisme et discrimination. Cette volonté politique, elle doit être sans ambiguïté. Et le troisième point, qui est, et que je souhaitais aborder, et pour nous, le prolongement est particulièrement important. Il se trouve que demain, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, un délinquant raciste, extrémiste, de droite, bénéficie de la même liberté de la presse que ceux demain dont nous allons nous remémorer,
puisqu'aussi bien ce sera l'occasion de, je n'aime pas le terme célébrer, mais de nous remémorer ceux qui sont morts dans l'exercice de cette belle mission, et les délinquants ordinaires, qui ne le sont pas, mais qui devraient l'être, ces délinquants racistes, bénéficient de la même liberté et des mêmes protections qu'un journaliste, et je ne vous apprends rien, selon l'application de la loi de 1880. Et l'actualité, l'absurdité de l'actualité, renforce la conviction la nôtre, qui est de faire du délinquant extrémiste et raciste un délinquant ordinaire et non pas un délinquant d'exception, de rappeler que le racisme n'est pas une opinion mais un délit, qui n'est certainement pas, comme j'ai pu le lire, sous une certaine plume, une exception à la liberté d'expression, et que lorsque mi-avril, parce que la 17e chambre correctionnelle était peut-être débordée et qu'elle avait délesté cette affaire à la 13e chambre correctionnelle, Alain Soral est condamné à de la prison ferme pour contestation de la Shoah, avec mon avocat qui reprenait les pires affirmations négationnistes de Forisson, et qu'Alain Soral est condamné à un mandat d'arrêt à force d'avoir nargué, injurié, insulté, vilipendé et méprisé tant les avocats que les associations que les magistrats, et que j'apprends que le parquet fait appel de ce mandat d'arrêt sous justification, sous prétexte, sous la raison que l'article du Code de procédure pénale ne permettrait pas la délivrance d'un mandat d'arrêt puisqu'il ne le permettrait que dans le cadre d'un délit de droit commun ou d'un délit politique, et donc nous ne serions pas dans le cadre d'un délit de droit commun. Je me dis que lorsque la technique cache le politique, j'émets un doute certain, comme toujours, lorsque la technique prime sur le politique, sur la volonté politique qui se trouve derrière les mots, il y a les actes. Le parquet a interjeté appel. Alors, pour sortir de cette impasse technique, telle qu'elle nous est présentée, nous le disons et le redisons, il faut donc faire sortir les délits racistes de la loi de 1881, la loi Pleven, 1972, votée à l'unanimité. Cette loi doit sortir de la loi de 1881, comme nous avons fait sortir, pardon le nous. Vous voyez que je m'assimile parfois à l'action politique qui est l'autre, je veux dire la LICRA, comme l'Assemblée a fait sortir l'apologie du terrorisme et a pu ainsi assez rapidement traiter judiciairement les délits de ce type-là. La réponse qui est apportée jusqu'à présent à ce combat, et j'en ai bientôt terminé, je vous promets, qu'est la sortie des délits racistes de la loi de 1881, elle est, outre qu'il s'agit de mots et non pas de verbes, de mots et non pas d'actes, pardon, alors qu'on sait très bien, et plus encore avec anonymat, que les mots précèdent souvent les actes et l'ensauvagement des mots précède souvent l'ensauvagement des actes. Il est une réponse qui nous est apportée selon laquelle l'ordonnance pénale, et cette réponse, Madame le député Avia, dans le cadre des débats que nous avons avec Madame le député en vue de la proposition de loi, dont je dirai un mot, que cette ordonnance pénale permet d'éviter la sortie de la loi de 1881, puisqu'aussi bien le délinquant raciste, extrémiste de droite, vous voyez que j'élargis mon propos, mais pour moi, comme je vous l'ai dit, on parle de haine, le délinquant raciste se verra recevoir, sauf cas un peu plus complexe ou un peu plus emblématique, là encore, j'attends de voir une ordonnance à son domicile, et ainsi la mesure permettrait d'être rapide et de voir le délinquant rapidement touché par ce que je comparerais à une contravention routière. L'œuvre de justice, elle doit être solennelle, elle doit être rapide,
elle doit être comprise. L'ordonnance pénale en matière de délit raciste est l'inverse des 3 qualités que je vous ai rappelées. C'est donc une erreur manifeste d'appréciation, si j'ose le dire, que de considérer qu'une simple contravention est la réponse adéquate à la problématique qui est de considérer aujourd'hui, avec la prolifération que les outils nous donnent des propos racistes, antisémites, haineux, homophobes, discriminatoires, il est illusoire de considérer que la réponse pénale peut se faire par une ordonnance reçue à domicile. Le rapport de Mme Aya, puisqu'il nous faut faire aussi de la politique et considérer que les petits pas, parfois, permettent d'ouvrir des horizons et que l'absurdité du cas Soral, je l'espère, permettra aux uns et aux autres d'ouvrir les yeux et de voir qu'il faut vraiment poser la sortie de la loi de 1881 comme une urgence. Ce rapport s'inspire très largement de ce qui existe déjà en Allemagne, avec la responsabilisation des hébergeurs et les amendes dissuasives. Si dans les 24 ou 48 heures on verra le texte définitif, les hébergeurs, alors qu'ils ont été dûment avertis des propos racistes, antisémites, ne suppriment pas ces derniers. Cette responsabilisation des hébergeurs est une bonne chose. La levée de l'anonymat, ou la facilitation de la levée de l'anonymat, est pour nous aussi tout aussi importante. Car voyez-vous, c'est le paradoxe de cette prolifération des propos racistes, puisque lorsque, pardonnez un peu cette impertinence, mais je me suis vu convoqué devant vous, j'ai eu le réflexe de dire, encore une commission, encore l'extrême droite, je vais encore, après mes prédécesseurs ou d'autres associations, dire que c'est mal, que c'est pas bien, qu'il faut le combattre. Et puis, j'ai quand même replacé tout ça dans le contexte. Et nous vivons dans un temps d'impunité, Soral étant un exemple, mais le racisme quotidien en est un autre, absolument effrayant. Et le paroxysme, c'est que même maintenant, à visage découvert, vu le degré d'impunité, la haine est, comment vais-je dire, projetée au visage de la victime. Et l'image d'Alain Finkielkraut, insulté par un homme à visage découvert, sortant de l'anonymat d'une foule, parce qu'on parle de l'anonymat des réseaux sociaux, mais il y en va de même de l'anonymat d'une foule. Cet homme qui est à visage découvert, qui vient donc commettre un délit, était habité par une haine et un sentiment d'impunité. Et ce sentiment d'impunité est nourri évidemment par l'anonymat. Et il faut donc que cette proposition de loi, que cette loi garantisse la levée de l'anonymat à chaque fois que les hébergeurs se verront enjoindre l'obligation de lever celle-ci. Je terminerai pour vous dire que l'urgence est telle que sur Twitter hier, Alain Soral a pu tranquillement continuer à faire sa publicité, que M. Vincent Renoir a pu tranquillement, l'étranger, apporter son soutien, que je n'ai lu, donc je ne vais pas dire, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu que Jean-Marie Le Pen sur les réseaux sociaux pu tranquillement dire ce qu'il pensait de la condamnation d'Alain Soral. Les réseaux sociaux sont bien souvent un déversoir d'immondices. Ils ne sont pas la racine, j'ai parlé d'éducation, mais ils sont l'élément qui permet l'anonymat et qui empêche toute prise de conscience de la gravité de la faute qui est commise. Voilà ce que je voulais dire en préambule, pour terminer encore une fois sur le fait que c'est une action politique qui est celle que nous menons, et que c'est une action à long terme, et que j'invite tous les élus locaux à la responsabilisation, à ne plus mettre la poussière sous le tapis,
à savoir nommer le mal et à user, au joli sens du terme, des associations locales et universalistes, à travailler de concert avec eux. L'universalisme, c'est considérer qu'il ne faut pas être noir pour défendre les noirs, blanc pour défendre les blancs, jaune pour défendre les jaunes. Retenez que l'extrême droite, skinhead, a fait un relooking, le terme n'est pas joli. Aujourd'hui, cette extrême droite se dit identitaire, hein, c'est-à-dire ce repli identitaire où justement, c'est l'inverse de l'universalisme. Tomber dans le piège identitaire, c'est nourrir le combat de ceux qui considèrent qu'ils sont les seuls légitimes à défendre leur cause, oubliant l'œuvre collective que doit être celle que fait régner, entre guillemets, l'esprit laïque, l'esprit universel. Je vous remercie. Je vous remercie pour ces propos liminaires très intéressants. Je voudrais vous demander, vous évoquiez la jeunesse et évidemment la nécessité d'éducation, parce que c'est une lutte contre la haine et contre ces idées de manière transversale. Il faut utiliser tous les leviers à notre disposition. Et les jeunes, on l'a vu à plusieurs reprises lors de nos auditions, sont la cible désignée, notamment par la fachosphère, via des forums de jeux vidéo ou de choses comme ça, et ils ciblent des jeunes de 13 à 14 ans, voilà, qui n'ont pas forcément l'histoire, la mémoire, et qui sont seuls face à cette propagande et à cette haine qui est versée sur eux, avec personne pour les aider à interpréter ça. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu depuis combien de temps vous faites ça, ces actions en convention avec l'État dans les écoles, et qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous constatez que la haine et que les jeunes aussi sont touchés par l'antisémitisme et le racisme ou l'homophobie? De quelle manière, en quelle proportion? Et est-ce que vos interventions ont un effet? Est-ce qu'il y a un suivi derrière, etc.? Merci pour cette première question qui touche vraiment l'essence même de notre combat, préoccupation et mission. Vous dire exactement depuis quand, je ne peux pas vous le dire, mais depuis que je suis à la LICRA et bien avant que je sois à la LICRA, ces actions en concertation avec le ministère, en concertation et coopération avec le ministère de l'Éducation nationale existaient. Ce que je peux vous dire, c'est que nous constatons qu'il faut maintenant aller s'adresser vers les plus jeunes. Et quand je vous dis que on souhaite intervenir et que nous intervenons déjà dans les écoles primaires, c'est que combattre l'ignorance, combattre l'absence de transmission des valeurs familiales, puisque les familles parfois ne peuvent ou ne veulent, aider les enseignants par un langage qui n'est plus vertical mais horizontal envers les jeunes, prendre le temps, 1 heure c'est pas suffisant, 2 heures dans une classe, et revenir l'année d'après avec la même classe, poursuivre le travail en profondeur. Les faire sortir de la classe, leur montrer les lieux de culte, les lieux de la République, les institutions, les mairies. Faire naître le doute, faire naître l'esprit critique. Quand il y a un doute qui naît chez un jeune, c'est un tiers du travail. C'est énorme, un tiers du travail. C'est-à-dire que la porte est entrouverte pour que la discussion puisse se dérouler. Et nous avons à la LICRA un institut de formation qui forme des militants bénévoles pendant 1 à 2 journées. Et ce sont parce qu'il faut être formé. Moi, par exemple, moi, j'y vais pas. Moi, je ne suis pas formé, j'y vais pas. Je pourrais y aller peut-être maintenant accompagné depuis le temps que je m'intéresse à ce sujet-là. Mais nous avons des bénévoles de tous âges d'ailleurs, qui formés vont dans les lycées, collèges, prennent contact avec les directeurs d'établissement dans chacune de nos sections. Et nous avons de plus en plus de militants qui souhaitent aller au contact des plus jeunes avec, encore une fois, vous l'avez compris, cette exigence qui est le suivi. Et le suivi, et c'est là la nouveauté des derniers partenariats avec le ministère de l'Éducation nationale notamment, c'est ce campus numérique que nous sommes en train de mettre en place, qui permet la déconstruction, aux jeunes, d'avoir un campus numérique et de voir
pouvoir se confronter à des sociologues, des historiens, des spécialistes, se confronter aux fake news, ce que Jean-Michel Blanquer appelle les bobards, leur apprendre à déconstruire, à mettre en doute un discours qui leur est totalement formaté. C'est un travail, encore une fois, méticuleux, de longue haleine, mais c'est par les réseaux sociaux que le mal arrive, c'est par les réseaux sociaux que le bien, une fois le mal endigué, doit pouvoir se propager. Et donc, nous permettons à ces jeunes d'avoir ce forum sur Campus Numérique, et Campus Numérique qui est d'ailleurs un outil assez en vue, puisqu'aussi bien Facebook France nous a primé pour ce campus. C'est vraiment un outil efficace, que nous souhaitons efficace, que nous sommes en train de mettre en place. Après, il y a un point que je n'ai pas abordé, puisque vous avez noté que j'ai fait acte de toute une série d'actions. Il ne faut pas oublier le devoir de vigilance et le devoir de dénonciation. Malheureusement, il faut aussi et encore toucher la fibre émotive, c'est-à-dire que l'action vient parfois par un choc. D'ailleurs, je me permets de dire que la commission d'enquête part aussi d'un constat que bon nombre de députés ou élus ont été à juste titre émus par les attaques les visant et visant leur famille. Je veux dire par là que cette émotion, cette vigilance, il faut continuer à s'en servir pour alerter et éduquer. Avec Publicis, la LICRA vient de mettre en place une campagne que je trouve absolument formidable, qui montre la pérennité des messages de l'extrême droite et du racisme entre les années 30 et ce que nous trouvons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Cette campagne, par l'intelligence artificielle, permet, sur les réseaux sociaux, de faire une corrélation, une connexion entre ce qui pourrait et ce qui devrait être pénalement sanctionné et ce que l'on retrouve dans les affiches des années 30 et 40. Et vous verrez, si vous allez sur le site de la LICRA, je vous y incite, je l'ai édité en couleur, mais je dois dire que c'est un peu décevant. Je prends un exemple. J'ai ici « Et les Renois, quand vous draguez, on dirait des violeurs, c'est chaud ». Ça, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez en corrélation une affiche des années 30, où on voit en effet un noir qui est en train de violer une femme, et nous écrivons un poster de 1944, un post de 2019, le racisme continue de s'afficher. C'est-à-dire que la pérennité, rien de neuf sous le soleil. On feint de s'ignorer, enfin de s'étonner, pardon, mais rien de neuf. L'urgence de légiférer, d'où l'urgence d'une réponse pénale adéquate. Donc, auprès des plus jeunes, cette campagne s'adresse d'ailleurs aux plus jeunes, en leur montrant que la mémoire compte, qu'il faut qu'ils apprennent du passé, et que, j'allais dire en provoquant un peu, s'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils n'ont pas le droit d'exprimer ce qu'ils veulent. Qu'on est dans un pays de liberté d'expression, sauf ce que la loi et les règlements interdisent, que nous avons une grande liberté d'expression qui permet d'ailleurs de justifier l'anonymat, ou plutôt la levée de l'anonymat quand celui-ci... quand on me répond, pardon, oui, mais l'anonymat, c'est de se préserver soi-même, mais vous avez le droit de tout dire, sauf de commettre un délit. Donc, ne vous cachez pas, c'est ce que l'on dit aux plus jeunes. Pourquoi vous vous cachez pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez sur les réseaux sociaux? Ou alors, ce que vous exprimez, vous avez conscience que c'est un délit. Et bien souvent, puisque je reviens, c'est face à l'ignorance que nous devons combattre. C'est cette ignorance vers les plus jeunes. Donc le travail de longue haleine, il est fait de dénonciation, de vigilance,
mais aussi et surtout d'éducation. Est-ce que vous avez des rapports ou un corpus? Est-ce que vous utilisez un peu les données de ce que vous pouvez entendre ou ressentir quand vous intervenez comme ça auprès des jeunes? Et est-ce que vous sentez chez les jeunes que c'est efficace? Est-ce que certains vous recontactent après ou est-ce que vous avez des retours? Voilà. Alors, certains s'engagent à nos côtés. Certains s'engagent à nos côtés et d'ailleurs, fort de ce souhait, nous allons à la LICRA rendre plus aisé encore l'adhésion à notre action par 1 euro symbolique. Tout a un prix, hein, y compris l'engagement. Hein, 1 euro symbolique. Donc oui, nous suivons aussi des jeunes que nous confie la PJJ, par exemple. Et ça, c'est un travail sur les lieux de mémoire, sur les lieux de souffrance, mais aussi au sein de nos sections, nous amenons les jeunes à vivre ce qu'est la vie d'une association telle que la nôtre, des jeunes dont nous savons qu'ils ont un passé ou des difficultés judiciaires, mais nous ne savons pas lesquelles. Donc, ce tournant vers la jeunesse de la LICRA est vraiment particulièrement important. Toujours pareil, dans le suivi, ces jeunes de la PJJ, ce n'est pas quelques semaines. Hein, bon. Nous travaillons aussi avec des missions locales, dans le cadre de formation d'1 mois sur la citoyenneté, où nous rencontrons des jeunes en accord avec ou en coopération avec la mission locale. Toujours pareil, pour leur inculquer les valeurs républicaines, la laïcité, ce que sont les génocides, le mécanisme génocidaire, le mécanisme de la haine. Voilà, il y a plein de petits exemples où la coopération avec notre association des pouvoirs publics est bénéfique pour ces jeunes, je le crois. Mais toujours, vous l'avez compris, obsessionnellement avec un souci de l'universalisme. Il n'y a rien de pire que le faux antiracisme qui consiste à considérer qu'il faut être identitaire pour pouvoir mieux comprendre l'autre. Voilà. Ça, je le crois obsessionnellement, et nous le vivons. Alors, nous avons des rapports, tout ça est consigné, évidemment, à chaque intervention dans les classes, puisque je vous faisais part des conventions que nous avions avec les ministères, mais des conventions dit objectifs, dit rapports d'activité, et en fonction des rapports d'activité, financement. Ça me permet de dire que ce ne sont pas des subventions, mais des financements en fonction de ce que nous réalisons et à la façon avec laquelle nous présentons ce que nous réalisons. Donc, bien évidemment qu'il y a un suivi, dans la méthode, et nous sommes même en train, en ce moment, de réfléchir à une méthode qui partirait plus encore de ce que nous entendons. Alors, non seulement il y a l'Institut de formation des militants de la LICRA, mais nous allons essayer de mélanger ce que nous entendons des plus jeunes comme remarque, comme pertinence, avec ce que nous apprenons de nos formateurs. Donc là, c'est un travail que nous faisons ensemble, toujours pour être au plus près, au plus proche de leurs préoccupations. Mais l'outil numérique, j'allais dire heureusement ou malheureusement, cet outil numérique, ce campus numérique, est vraiment une arme contre les fake news et pour la déconstruction des messages haineux tout faits. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, Monsieur Stasi, merci pour vos propos liminaires et les questions que ces propos posent. Nous revenons d'un déplacement en Allemagne, nous avons pu voir qu'ils avaient instauré un système législatif bien plus contraint que le nôtre. Et dans ce système législatif, il y a la création du délit de propagande. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez, enfin si c'était une piste intéressante, une piste que vous étudiez, comment la LICRA se positionnerait sur ce type de délit. Alors, non, ce n'est pas pour l'instant une source de réflexion, d'étude ou d'analyse. Délit de propagande. J'allais dire, pouvez-vous vous expliquer, puisqu'aussi bien c'est vaste, la propagande. Ça va du salut nazi à la croix gammée, des choses comme tout ce qui est propagande, comme ça, et qui chez nous ne tombe pas forcément sous le coup de la loi. Non mais... Donc, pour simplifier, en fait, quel que soit le type de propagande,
Oui, mais on parle d'extrême droite, d'accord. Merci, Madame la Présidente. Les Allemands, en fait, ont laissé un champ très large, justement, pour que le juge puisse définir si oui ou non il y a propagande et comment cela doit être puni en fonction des lois en vigueur. Alors, comme je suis, et vous m'excuserez, quelqu'un de sérieux, je vais regarder le texte, tranquillement, et je vous répondrai par une note écrite sur ce sujet. Puisque moi qui suis très attaché à la vie politique, le terme de propagande, sauf à le qualifier tel que visiblement il l'est, a priori, le terme de propagande ne m'horrifie pas. Alors, propagande d'extrême droite, drapeau nazi, là oui, évidemment, mais donc j'attends, je vais regarder le texte. Oui, on attend avec plaisir votre réflexion sur ça. C'est beaucoup plus large que chez nous. Et effectivement, même eux disent que des fois, ça pose la difficulté de où on met le curseur. Voilà. Donc, Monsieur Rudigos. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'ICRA, cher Mario, j'aurais une question. Vous en avez parlé, je suis arrivé en retard et je vous prie de m'en excuser, mais on enchaîne là aujourd'hui les réunions. J'étais en commission des lois sur un autre sujet. Mais j'ai pu suivre un petit peu le début de votre intervention sur le site internet de l'Assemblée nationale. Et vous avez parlé à un moment donné de la question, quand vous avez parlé d'Alain Soral et le fait qu'il est actuellement en fuite, puisqu'il se déclare lui-même en fuite, ce monsieur. Et il a pu continuer à publier certains messages sur Twitter où il évidemment provoque. Alors je n'ai pas lu moi les messages, j'ai pu rapidement entendre ce que vous disiez, Mario. Mais on sent la provocation, il en fait, voilà, il s'amuse, il défie. Alors, cet exemple-là m'a permis de me dire, je sais que vous faites un gros travail, vos services, vos équipes, depuis longtemps, avec les GAFA, avec Twitter, avec Facebook, sur la problématique de cette diffusion par ces canaux d'expression, de communication, des réseaux sociaux, de messages à connotation raciste, antisémite, homophobe. Et vous traquez ces messages-là et systématiquement, je crois, vous intervenez auprès de ces GAFA pour leur demander le retrait des publications à caractère raciste, antisémite et homophobe. Quel est votre, même si je sais à peu près, enfin j'ai compris dans votre réaction sur justement ces propos qui figurent aujourd'hui encore sur Twitter, quelle est votre analyse de cette situation? Quelle est, en fonction de ces réseaux sociaux, parce qu'on les a reçus également, est-ce que vous estimez que certains sont plus coopératifs que d'autres? Comment arrivez-vous à travailler avec eux? Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport j'ai envie de dire, il y a 1 an ou 2 ans? Est-ce que maintenant, ils font plus d'efforts, ils ont plus de sensibilisation, ils ont compris un peu plus la gravité, les enjeux que cela représentait? Et quelles sont les pistes de progrès que vous pourriez nous proposer? Je vais reprendre les réseaux sociaux. J'en suis plus là. Voilà, pour être tout à fait clair, pour être bref, on a une bonne relation avec Facebook France. Voilà, on travaille bien avec Facebook France. Facebook France, ce sont des gens a priori responsables. On travaille bien avec Facebook France. Bien. Jusqu'à il y a 1 an, nous étions, j'allais dire, dans le gentleman agreement avec les hébergeurs. C'est-à-dire que nous essayions de les alerter et par des relations privilégiées d'obtenir tel déréférencement, telle suppression. Et puis au bout d'un moment, on s'est bien rendu compte, d'abord que l'Allemagne nous avait précédé de prise en compte de la gravité de ces déversoirs d'immondices que peuvent être les réseaux sociaux sans régulation aucune, et d'autre part que le Gentleman Agreement, avec quelques exemples à la clé, devait cesser et qu'il fallait maintenant responsabiliser, au sens légal du terme, les hébergeurs et les auteurs de messages, auteurs, virgule, anonymes, virgule, par définition, ou pseudo-anonymes de messages. Donc, on a regardé avec attention la loi allemande, qui depuis le 1er janvier 2018 a permis
que les hébergeurs là-bas embauchent des centaines, voire des milliers de salariés pour faire de l'autorégulation. Et comme par hasard, ça a l'air de plutôt fonctionner. Pour se rendre compte que, en mars 2018, une commission allait être créée. Cette commission a rendu un rapport et nous attendons avec impatience la proposition de loi ou le projet de loi, proposition de loi et la loi et sa promulgation. Donc, quand je dis que nous n'en sommes plus là, c'est que, pas vous dire ce que je pense, enfin, en des termes courtois, je parlerai de Twitter en constatant que sur Twitter, j'ai Alain Soral officiel, soutenez la réinformation, de réconciliation, égalité et réconciliation, que Vincent Renoir, Shoah ou ce que cache la condamnation d'Alain Soral, que, bon, etc., etc. Il est temps, enfin, vous voyez, là, on n'est plus dans le gentleman agreement. Avec certains, ça fonctionnait, avec d'autres, ça ne fonctionne pas. Il faut la même loi pour tous, et assez rapidement. Et je continue à dire que le jour où on sortira de la 1880, les délits racistes, et qu'on fera des délinquants ordinaires, et que ceux-ci auront le droit à une justice comme n'importe quel autre délinquant, on remettra peut-être le seuil de gravité des atteintes au pacte social que constituent les immondices qu'on lit. On va peut-être à son vrai seuil de gravité. Voilà. En attendant, on est dans la liberté d'expression, dans l'exception de la liberté d'expression. J'espère vraiment que la loi Avia va permettre des évolutions. Donc, plus de gentleman agreement, une loi dès que possible, mais celle-ci de toute façon sera imparfaite, puisqu'aussi bien, pour un exemple tout simple, hein, il est prévu que les hébergeurs aient leur siège social en Europe. Il eût fallu il faudrait que le siège social soit en France pour qu'ils puissent facilement attraire leurs responsabilités. Rien que ce petit point de technique, juridique, va rendre très difficile la mise en cause et la condamnation des hébergeurs. Voilà. Et je regardais, et si on tape nombre de morts Shoah sur Google, on tombe sur le site de Forisson. Voilà. Non, mais bon. Ouais, problème. Alors, le campus numérique ne tout, hein. Non. Parce qu'il faut les orienter, ces gamins. Mais un gamin qui n'est pas orienté, qui tape sur Google et qui tombe sur le site de Forisson, après il voit Soral, après il voit Soral qui est une victime. La preuve, il a été condamné à une peine injuste, puisqu'aussi bien le parquet fait appel du mandat d'arrêt. C'est donc que ce qu'il disait n'est pas totalement faux, sinon il serait déjà en prison. Vous voyez, l'engrenage, la mécanique de l'impunité et de la fake news. Madame et de la déresponsabilisation. Pardon. Non, juste pour poursuivre ce que vous disiez sur le fait de faire sortir les délits racistes de la loi de 1880, quelles sont les raisons qui, à votre avis, font que l'idée n'est pas reprise plus largement? C'est sûrement naïf hein, comme question, mais je me le demande. Pas du tout naïf. D'abord, il y a un courant de pensée qui est encore très fort, qui consiste à penser que les mots, ce ne sont pas les actes, que la liberté d'expression, c'est sacré, qu'un pays qui bride la parole est un pays qui rentre dans le totalitarisme. Et qui finalement, in fine, même s'ils affirment haut et fort que le racisme est un délit, n'est pas une opinion, permettent à ceux qui le pensent de le penser de façon légitime, je le dis. Et ce courant de pensée, qui est incarné par des hommes illustres, des grands avocats, je pense que ce combat, vu ce qui nous attend sur les réseaux sociaux et les drames revendiqués ou annoncés par les réseaux sociaux que nous subissons et vivons un peu partout dans le monde, je pense que ce combat qui vise à préserver le mot, M-O-T, quelques mots, M-A-U-X, il puisse prôner, envisager ou anticiper, je pense que ce combat est, et je l'espère et je le crois, bientôt derrière nous. C'est-à-dire que le mot précède bien souvent l'acte. Et vous voyez,
toutes choses étant égales par ailleurs, j'évoquais il n'y a pas si longtemps le génocide au Rwanda. Souvenez-vous la puissance de la radio et des invectives et des appels au meurtre. On ne peut pas déconnecter l'atrocité du mot, surtout quand c'est un délit, de l'atrocité de l'acte. Encore une fois, moi je suis farouchement attaché à la liberté d'expression. Je pense que chacun a le droit de penser les pires atrocités en son sein, qu'il garde pour lui. Il a le droit de conceptualiser tout ce qu'il veut, ça le regarde. Mais dans l'espace public, dans l'espace collectif, dans l'espace de construction d'une harmonie, l'on n'a pas le droit de tout dire. Et sont fautifs ceux qui aident à la prolifération. Alors il faut responsabiliser et ceux qui aident à la prolifération. C'est, je pense, déjà la loi Avia, mais et surtout la sortie de la loi de 1880. Et les auteurs, c'est déjà la loi Avia à venir avec la sortie de l'anonymat facile, je le souhaite. Et en tout état de cause, ce serait tellement aisé de se dégager des règles de protection d'un journaliste pour juger un délinquant comme un délinquant ordinaire, sans avoir toutes les choses trappes procédurales, et c'est un avocat en droit de la presse qui vous le dit, que constitue la loi de 1880. Je passe sur l'absence de formation de bon nombre de magistrats à cette loi de 1880 et à la prévention des délits racistes. Voilà, c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec. Vous imaginez qu'Alain Soral, c'était, je crois que la deuxième fois qu'il avait une peine de prison. Hein, et je me souviens avoir plaidé dans une affaire pour la LICRA. C'était Jean-Marie Le Pen qui était accusé et condamné, puisqu'à la Baule, il avait dit dans un meeting, les Roms, c'est comme les oiseaux, ça vole naturellement, quelque chose comme ça, une atrocité. Eh bien, c'était la 11e ou 12e ou 13e ou 14e comparution, et c'était la première fois qu'était requis de la prison avec sursis. Oui. Bon, le système est plus qu'imparfait. Alors, on va aller jusqu'au cynisme. Peut-être que ce système satisfait ceux qui, dans l'entre-soi, plaident de belles affaires, font de belles plaidoiries, c'est l'avocat qui vous parle, et se retrouve en se disant qu'on a fait œuvre de justice. Mais voyez-vous, quand l'on donne une scène média politique à des racistes, qu'on leur permet de faire citer X, Y et je ne sais combien de témoins, monopolisant l'argent et le temps de la justice pendant des heures, en faisant des scènes politiques, faisant venir dans le public leurs aficionados et les pires racistes, et donner finalement visibilité. Je ne parle pas simplement des Alain Soral et autres, je parle du raciste ordinaire. On se pose la question de l'adéquation entre l'outil législatif tel qu'il existe et doit être une audience pénale. Et là, surtout pas dans l'ordonnance pénale, monsieur le député, je l'évoquais au début, puisque aussi bien c'est la réponse aujourd'hui qu'apporte la loi à ces délits, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir une ordonnance chez eux, comme une contravention. C'est la réponse qui m'a été apportée lorsque je disais qu'il fallait une audience comme une audience ordinaire. Je ne prône pas les comparutions immédiates, mais je dis que quand il y a flagrant délit, quel qu'il soit, avec la protection, la présomption d'innocence et toutes les garanties que doit recouvrir la défense d'un individu, quand il y a flagrant délit, il y a comparution immédiate, quel que soit le délit, c'est en tout cas ce que je pense. Et puis, si un délit mérite une instruction, un délit raciste, il y aura une instruction. Si un délit mérite des audiences de relais, un délit raciste, avec des demandes de supplément d'information, mais comme pour n'importe quel autre délit. Je ne vois pas en quoi cette exception demeure, sauf ce courant de pensée, et sauf cet entre-soi. D'accord. Monsieur Wadi. Madame Victoria, allez-y, je vous en prie. Juste une dernière, parce que ce que vous venez de dire me fait penser au problème
des spectacles et de l'humour et du racisme dans les spectacles d'humour et qui sont absolument insupportables comme tout le reste, mais qui semblent jouir quand même d'une certaine impunité. Alors là se pose la question du curseur et de la liberté, j'imagine, de créer, etc. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la question la plus facile. Or, il faut opérer une différence entre l'humour et la propagande. Tiens, justement. Je reprends l'exemple de Jean-Marie Le Pen qui comparait les Roms à des oiseaux. Oui, nous volons naturellement, c'est ça. C'eût été un humoriste qui revoit la provocation, pardon? Oui, enfin, je veux dire, dont on connaît le combat, dont on connaît le cynisme, donc on sait que par ce cynisme-là, il dénonce le racisme, la discrimination. C'eût été un humoriste, le sort eût été différent. Là, c'était un homme politique qui portait ses propos avec un langage de propagande et de prosélytisme. Donc la première différence, évidemment, quand j'ai dit ça, je dis ça, mais le juge se pose la question, puisqu'aussi bien, il arrive que les hommes politiques qui commettent ces délits-là arguent du droit à l'humour, de la liberté d'expression. Donc, ou on est dans le cadre d'une propagande politique, ou on est dans le cadre d'un spectacle humoristique, tout à fait, simplement. Et lorsque Dieudonné est condamné, c'est parce qu'il n'est plus humoriste, mais qu'il est homme politique engagé, politique dans le sens parce qu'il veut il a une certaine vision de la cité, de la vie en cité, et donc, partant de là, il n'est plus humoriste, il est engagé, militant, et en plus, j'allais dire, et de surplus, ce qu'il a pu exprimer était insoutenable. Ensuite, il faut garder la liberté. Il faut quand même garder un espace, et ça c'est l'avocat qui s'adresse à vous, mais la liberté d'expression, c'est primordial. Je continue à aimer Pierre Desproges, je continue à trouver incroyablement percutant, drôle et dérangeant Gaspard Proust. Et encore une fois, parce que l'on sait que chez eux, il y a cette distance qui est celle de l'artiste. Alors, il y a aussi la responsabilité de l'artiste, je sais bien, et qu'il y a parfois des périodes où certains propos sont plus ou moins pertinents, plus ou moins, j'allais dire, la contemporanéité fait qu'il ne devrait peut-être pas s'exprimer à ce moment-là et plutôt à un autre. J'allais dire après, où on se pose un point de vue judiciaire, où on se pose un point de vue moral, où on se pose un point de vue éthique. Vous voyez, il y a différentes façons de répondre à votre question. Moi, je suis très attaché à la liberté. Monsieur Habib? Je voulais avoir, mon cher Mario, ton avis. Je voudrais vous montrer une affiche qui date du 22 septembre 1889. À l'époque, on avait un candidat qui s'appelait candidat antisémite. Donc, il dit électeurs, levons-nous. Ils sont 50 000 à bénéficier seuls du travail acharné et sans espérance de 30 millions de Français de leurs esclaves tremblants. Il n'est pas question de religion. Le juif est d'une race différente et ennemi de la nôtre. Le judaïsme, voilà l'ennemi. En me présentant, je vous donne l'occasion de protester avec moi contre la tyrannie juive. Faites donc, quand ça sera que pour l'honneur. Villette, voilà, je la montre. Je voulais avoir ton avis un peu là-dessus. Puis je vous en montrer une autre, tout récente, la liste antisioniste, pour une Europe libérée, la censure, etc., celle de Dieudonné. Voilà. Et je voulais avoir un peu ton avis un peu là-dessus, sur l'évolution des choses, sur ce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier, parce que c'est le Yom HaShoah, comme certains d'entre nous savent peut-être. C'est le jour où on se rappelle un des drames les plus terribles que j'ai jamais connu l'humanité, où 6 millions de juifs, dont 2 millions d'enfants ont été tués. Et alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est moins ouvertement antisémite, mais, et c'est ma conviction, il y en a, ça existe encore, on l'a vu encore tout récemment, par exemple, à Miami, il y a quelques jours, où quelqu'un d'ultra-droite, enfin, en tout cas,
supposé comme tel à tuer dans une synagogue, mais où ça arrivait aussi à Pittsburgh, mais c'est moins. En France, c'est moins où on se dit beaucoup plus antisioniste, c'est beaucoup plus facile, et c'est beaucoup plus politiquement correct, etc. Je voulais avoir un peu ton avis un peu là-dessus, sur cette question. Oui, ça fonctionne. Ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure lorsque j'exposais, je ne sais pas si tu étais là, la campagne que nous faisons avec Publicis, peut-être n'étais-tu pas là, qui est la pérennité du langage de haine, du langage raciste et du langage antisémite, puisque aussi bien, je le répète, je vais peut-être essayer d'être encore un peu plus clair, il y a une correspondance très claire entre les tweets, notamment, que l'on peut voir jour après jour, et les affiches des années 40, et je prenais l'exemple où tu verras, si tu vas sur le site de la LICRA, tu verras que c'est exactement ce que tu dénonces par ces deux affiches, d'une actualité, d'une pérennité et d'une actualité affligeante. C'est-à-dire que les ressorts de la haine et la jalousie qui sont ceux des antisémites sont exactement les mêmes, que ce soit il y a un siècle ou que ce soit cette dernière affiche que tu m'as donnée. Donc la pérennité du mal, d'où l'importance de la mémoire. Ça rejoint l'éducation, comment expliquer les génocides avec la spécificité de la Shoah, mais tous les mécanismes génocidaires. L'importance de l'éducation, la pérennité du mal et l'importance de la mémoire. Ta deuxième question était, ou ton deuxième point, sur le fait qu'il y ait moins d'antisémites au visage. Enfin, qui s'appelle l'antisionisme. Oui, non, mais enfin, d'abord et dernièrement le président Macron au dîner du CRIF, et les tribunaux de plus en plus, les tribunaux moins dupes qu'ils étaient, et le président Macron très clair a pu donner cette définition de l'antisémitisme, incluant parfois, sauf lorsqu'il s'agit de la critique du gouvernement d'Israël, c'est tout à fait légitime, mais la critique de l'identité, de l'existence est absolument illégitime, à englober cet antisionisme-là à l'antisémitisme. Moi, j'ai eu le déclic. J'ai été horrifié il y a quelques années, et c'est là où ce que tu dénonces m'est sauté aux yeux, c'est décidément, je parle de lui, alors qu'il y a des racismes ordinaires dont on ne connaît pas le nom, mais lorsque Donné était à la télévision iranienne, je crois que c'était en 2010 ou 2011, il fait 2 émissions absolument sidérantes, je vous invite à les regarder, enfin, sauf si vous avez dû... Enfin, c'est peut-être pas la peine d'ailleurs d'aller regarder ça. Et pendant 2 fois 1 heure, il parle des sionistes en France. Les sionistes tiennent la banque, les sionistes tiennent les médias, les sionistes, parce qu'il avait compris qu'à l'époque, et c'est d'ailleurs ce qu'il professait à ses ouailles, quand il disait sioniste, on était peu ou pas condamnés. Bon, je pense que ce temps-là, maintenant, c'est-à-dire que quand le contexte laisse bien apparaître que c'est antisémite, j'ose espérer, je constate en tout cas qu'il y a une vigilance. Que lui n'a pas changé. Ah, lui n'a pas changé, mais lui, il est pas... Il y a 2 semaines, ouais. Alors, je parlais avec mon avocat Gilles-William Grenadel, de savoir ce que je dois l'attaquer ou pas. Ça fait peut-être plus de publicité qu'autre chose. Ah, et en ça, j'ai décidé de ne pas le faire. Et en fait, il n'a évidemment pas changé. Il n'a pas changé, oui, voilà. Enfin, ouais. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez un ordre de grandeur des gens qui vous ont saisi les 2 dernières années, et pour quel motif? Est-ce qu'il y a une recrudescence des motifs d'attaque à caractère antisémite, raciste, homophobe, etc. Et comment vous les comptabilisez? Comment vous accompagnez les victimes? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui vous ont fait remonter les difficultés pour déposer plainte ou ce genre de choses? Voilà, quoi. Vous donnez un petit peu un état des lieux pour qu'on sente un peu l'esprit qui règne en ce moment chez nous. C'est une question extrêmement vaste. Vous dire que l'on est saisi la plupart du temps de racisme anti-musulman, puis anti-noir, que 0,3% de la population est quand même victime de 30% de délits racistes, ce sont la population juive, 0,8 ou 9, pardon. Mais en tout cas, la proportion est évidemment terrible. Que nous sommes de plus en plus saisis par Internet, mais nous faisons aussi de l'accueil à victimes de la LICRA et partout dans nos sections, c'est-à-dire que nous ouvrons des permanences, entre guillemets, où viennent à notre rencontre des victimes de faits racistes antisémites. Lorsqu'il s'agit d'homophobie, nous travaillons en partenariat avec des associations qui sont
j'allais dire, spécialisées, en ce sens qu'elles ont et la culture et le réflexe de mieux accompagner que nous le faisons. Donc nous travaillons conjointement avec ces associations-là, que nous essayons, lorsque nous recueillons la victime, de voir deux choses. La première, cela peut vous paraître assez iconoclaste, c'est de voir si une réconciliation, en tout cas un rapprochement, ne peut pas être fait avec celle qui aurait tenu le propos, pour voir s'il ne s'agit pas d'un dérapage tout simplement, ou s'il s'agit vraiment d'un discours haineux et répété. Je veux dire par là que la première démarche souvent est d'essayer de voir si je ne vais pas dire une réconciliation, mais un rapprochement est possible. Si ça n'est pas, on regarde évidemment le dossier parallèlement et voyons si, étudions si des éléments de preuve, si un dossier peut être constitué, puisqu'il n'y a rien de pire que d'accompagner une victime jusqu'à un procès et de faire en sorte que celle-ci ne soit pas reconnue en sa qualité. Donc, nous avons une équipe d'une centaine d'avocats bénévoles partout en France, une commission juridique assez active, qui se réunit une fois par mois, qui a un ordre du jour en fonction des saisines. Et ça va du racisme ordinaire au racisme plus connu, j'allais dire, malheureusement, ou au négationnisme. Ça va de Soral à la malheureuse qui se fait traiter de sale bougnoule dans un magasin, par exemple. Voilà. Donc on a une équipe et d'accueil de victimes par les militants de la LICRA, et de juristes et d'avocats qui accompagnons un service juridique, d'ailleurs au sein même de la LICRA, et nous accompagnons ces victimes. De plus en plus, évidemment, c'est par les réseaux sociaux que les victimes se sont agressées, dénoncées et nous demandent comment agir, comment faire condamner, que faire, comment répondre. D'où l'urgence de réguler cette jungle. Est-ce que pour vous, le nombre de victimes est en augmentation ou pas? Le nombre de victimes est en augmentation, oui, regarde, bien sûr. Alors après, il y a une autre difficulté. Il est en augmentation, mais on est persuadé que, d'abord, il faut déposer plainte, ce qui n'est pas évident. 2, il faut trouver un commissariat qui sache recevoir comme il se doit la plaignante. Et je tiens à vous dire aussi que nous formons, dans les écoles de gendarmerie et de policiers, nous faisons des sessions de formation afin de leur expliquer les bases, mais les bases juridiques, comment recevoir une plainte. Ensuite, je sais qu'il y a tout un travail de plainte en ligne que le gouvernement est en train de mettre en place, et ça, c'est une bonne chose. Sachez simplement, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, lorsqu'on dépose plainte, c'est quand on se dit victime d'un acte antisémite, c'est à l'auteur de prouver que ce n'était pas antisémite. En France, on doit prouver que c'était antisémite, d'où la difficulté. Alors, pour que ce soit comme c'est une audition publique, juste prendre le micro, comme ça on vous entend. Non, je dis que sur cette question, je crois qu'en début de législature, Édouard Philippe avait justement évoqué, je crois lors d'une question qui lui était posée, d'inverser la preuve justement, comme ce que tu rappelles le système anglais. Et en ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Moi, je suis plutôt partisan de cet avis-là. De toute façon, le dossier tranchera, mais in fine. Mais d'abord, la difficulté d'aller déposer plainte et d'aller prouver au-delà de la parole raciste. C'est-à-dire quand le propos est raciste ou il faut faciliter la démarche du plaignant. Il faut la faciliter. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura condamnation au bout. Après, il y a la vérité d'un dossier. Mais permettre au plaignant de dire et d'être cru lorsqu'il vient expliquer qu'il a été victime d'un délit raciste, d'être cru a priori, et puis après, le dossier... Mais c'est primordial. C'est primordial. Après, il ne faut pas être dupe. Il y va des délits racistes comme dans tout autre délit, c'est-à-dire qu'il faut voir le contexte, il faut voir si on n'est pas dans un contexte d'employé-d'employeur ou c'est un contexte familial, un contexte professionnel. Enfin, ça, c'est l'avocat qui s'exprime devant vous. Combien de délits il est arrivé que des délits des dénonciations soient utilisées pour règlement de compte. Voilà, il faut avoir la même vigilance. Ceci étant, j'insiste, il faut former les magistrats et continuer à former les gendarmes et les policiers. Et on a une convention avec le ministère de l'Intérieur à ce sujet qui est extrêmement efficace.
J'aimerais revenir sur les formations que vous dispensez, notamment à la gendarmerie, si j'ai bien compris, parce qu'il nous a été remonté plusieurs fois aussi la difficulté, au moment où on saisit la plainte, d'admettre la circonstance aggravante, par exemple, d'incitation à la haine raciale. C'est pas toujours celle qui est retenue, parfois parce qu'elle n'est pas jugée importante, d'autres fois parce qu'elle est difficile à prouver. Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, ce qui rend après difficile quand on demande des stats pour savoir le nombre de plaintes qui ont été déposées pour tel et tel type de discrimination, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Chaque dossier est différent. Mais nous devons nous assurer que celui qui reçoit la plainte est le plus professionnel possible. Oui, je vais en amont. Je ne saurais vous dire, sauf à répondre que, comme on l'entend statistiquement, la politique pénale, pas faire en sorte qu'il n'y ait pas trop... Ça, si vous voulez, c'est des arguties de comptoir que je ne partage pas et qui ne m'intéressent pas. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de voir que la formation des magistrats est insuffisante, que nous avons eu des affaires dans certaines régions de France où les parquetiers ont laissé passer des prescriptions. Donc, j'insiste pour qu'il y ait une formation initiale et continue des magistrats bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, et d'une, et de deux, que nous continuions et intensifions la formation des gendarmes et des policiers. J'ajoute qu'il y a dans bon nombre de gendarmeries des petits documents LICRA, puisqu'aussi bien par convention nous les disposons un peu partout, qui visent à éclairer celui qui rentre dans le commissariat afin de faire que sa plainte soit prise le mieux possible. Donc vous voyez, je réponds sans répondre à votre question, parce que, encore une fois, ce qui importe, enfin vraiment pour nous, la LICRA, c'est ce travail en profondeur. Voilà. Il y a des motifs d'encouragement, tout ce que nous faisons avec M. Blanquer, des motifs d'amélioration. Au point de vue législatif, c'est très insatisfaisant, vous l'avez compris. Et puis, il y a ce travail de moyen-long terme. Je ne conçois pas l'action de la LICRA comme une action statistique. Voilà. Je peux vous dire, puisqu'on a des documents, combien de gamins ont été visités, combien d'exemplaires des droits de vivre ont été distribués, qui est un formidable outil d'information, qui est celui de la LICRA, qui est le plus ancien journal antiraciste. Le droit de vivre est distribué. Je peux vous dire qu'il y avait près de 10 000 agents des forces de l'ordre formés par la LICRA l'année dernière, qu'il y a combien de followers sur Twitter, il y avait combien d'heures de bénévolat. Voilà, j'ai tout. Mais ça m'intéresse sans m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est cette action en profondeur que nous menons depuis 1 an et demi et que j'espère que nous allons continuer. Il y a urgence. Il y a urgence. Car si nous éduquons pas, et vous avez compris que si je vous dis que je m'adresse aux plus jeunes, c'est que je considère que c'est très compliqué quand ils ont 17, 18, 19, 20 ans et qu'il n'y a pas eu cette urgence et que pendant des années on a mis la poussière sous le tapis. Voilà, c'est très compliqué d'aller faire naître le doute chez quelqu'un qui a déjà des certitudes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut très jeune expliquer que tu n'as aucune raison de devenir raciste, alors ne le deviens pas, finalement. Monsieur Habib ? Merci Madame la Présidente. Je voulais interroger le Président, mon cher Mario Stasi, sur est-ce que vous êtes... Le racisme, on en parle peu, mais qui existe aussi, on l'a revu tout récemment, c'est le racisme un peu anti-blanc ou anti-chrétien. Je ne veux pas revenir sur les tweets plus que malheureux de dirigeants de l'UNEF après l'incendie de Notre-Dame. Et je crois même qu'il y a certaines personnes qui pensaient justement attaquer, parler, pleurer sur des bouts de bois, ces fameux tweets, etc. Mais est-ce que c'est des sujets qui... est-ce qu'il y a des plaintes aujourd'hui? Est-ce que c'est au-delà du sujet médiatique, concrètement, c'est un sujet qui revient ces derniers temps? Il se trouve que j'ai été l'avocat de la LICRA dans un... D'ailleurs, j'étais en désaccord à ce sujet avec SOS Racisme à l'époque,
avocat de la LICRA lorsque nous avons, j'aime pas le terme fait condamner, obtenu la condamnation, mais nous étions partie civile lorsqu'un jeune avait tabassé un autre dans le métro, sale blanc, je vais te tuer, sale blanc, sale blanc. Et la circonstance était retenue, et vous savez, c'était à 4-5 ans, 2014 je crois, 2013, 2014, 14 en appel, on en avait fait écho puisque c'était quasiment la première condamnation pour du racisme anti-blanc. À ce titre, et continue à le dire, ce racisme existe, certainement comme pour les autres victimes de racisme. Les dépôts de plainte sont minorés, ne nous leurrons pas, il y a des endroits où déposer plainte pour racisme anti-blanc, ça ne doit pas être évident, mais c'est un racisme qui est moins discriminant. Et ça, il faut quand même toujours le dire, c'est qu'à l'embauche, par exemple, le racisme anti-blanc ne peut pas dire qu'il soit discriminant. Donc, il existe toujours quelques affaires, mais encore une fois, je n'aime pas me prononcer statistiquement, il existe, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le minorer, mais il faut l'analyser tel qu'il est. C'est-à-dire que c'est du racisme, mais c'est moins discriminant qu'un autre racisme. Quelqu'un a une question? Monsieur Odigoz? Oui, merci, Madame la Présidente. Ce sera ma dernière question. Sur le travail que nous menons donc sur les groupuscules d'extrême droite, j'aimerais aussi avoir un peu votre analyse et sur ces groupuscules. On a reçu un certain nombre de ces représentants du Bastion social, les IR, Génération Identitaire, d'autres mouvements. Nous avons reçu l'ancien responsable de l'Œuvre française, je ne devrais pas la citer parce qu'elle est dissoute, mais qui est maintenant en charge du Parti nationaliste français, M. Benedetti. Quelle est votre analyse, vous, parce qu'on peut quand même faire un petit peu de différenciation entre les uns et les autres. Ils sont tous d'extrême droite. J'ai envie de dire, certains sont plus marqués dans leur antisémitisme que d'autres. Est-ce que vous-même, sur ces questions-là, la LICRA, je n'en doute point, a une analyse fine et un suivi fin de l'évolution de ces mouvements? Quel serait votre avis, votre analyse sur ces différents groupuscules? Je me suis déjà exprimé dans le propos liminaire sur ces points-là, monsieur le député, en ce sens que je rappelais que nous avions, dès 2017, deux reprises, je crois, demandé la dissolution de Bastion social, dès 2018, pardon, à monsieur le ministre Gérard Collomb, sans succès, sur le fondement de l'article 212, TA2, et nous avons fait de même avec Génération Identitaire. Ce que Nadalis Fine, nous sommes une association de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre les discriminations. Nous sommes une association qui accompagnons les victimes et dénonçons, puisque c'est aussi notre mission, à chaque fois que c'est pertinent et que c'est légitime, des propos, des tweets, des actions délictuelles, que ce soit aux frontières dans les Alpes vis-à-vis des réfugiés, que ce soit à Lyon, puisque nous avons ensemble fait une visite qui, moi, m'a beaucoup instruit, je tiens à vous remercier, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc, ce devoir de vigilance nous oblige à agir à chaque fois qu'un délit est constitué et à demander, en vertu de la loi, la dissolution. Faire une analyse fine entre les uns et les autres, j'allais dire, c'est pas, nous ne sommes pas encore une fois un outil, enfin, nous n'offrons pas, nous ne sommes pas un observatoire, voilà. Moi, nous sommes des avocats, enfin, nous combattons une cause, pour une cause, contre d'autres causes que nous considérons dangereuses pour la République française. Et je disais au début, et je terminerai par là, on a un combat politique. Nous avons un combat politique, nous menons un combat politique qui consiste à responsabiliser les uns les autres, vous et nous,
et les citoyens, et aussi le monde de l'entreprise, on n'en a pas parlé, mais nous intervenons beaucoup au sein des entreprises pour déceler les faits justement identitaires, religieux, extrémistes auprès des DRH. On a un institut de formation, donc on travaille. C'est toujours cette nécessité dans le combat politique de responsabiliser, de nommer les choses et de sortir du discours pour aller vers les actes. Voilà. Moi, je ne peux pas me contenter de brandir mon poing en l'air en disant non à la haine, non à la haine, de multiplier les outils statistiques pour savoir avec quelle finesse on peut distinguer des uns des autres, où il y a délit, où il n'y a pas délit, la liberté d'expression jusqu'à un certain moment. Et puis, à nous, à vous et puis à nous qui allons vous aider à mettre en harmonie un outil législatif et une volonté politique qui permettent de juguler ou de stopper la prolifération de la haine. Très bien, je vous remercie, ça fera une belle conclusion. Merci à tout le monde. Merci Madame la Présidente.